Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la suspension à durée indéterminée de Draymond Green après l'incident avec Jusuf Nurkic plus tôt cette semaine. Nous allons également évoquer l'incroyable montée en puissance de Tyrese Haliburton qui est passé du statut de All-Star à celui de potentiel MVP. On terminera sur le Heat qui, malgré les blessures, reste installé dans le peloton à l'Est. Pour m'accompagner, c'est avec joie que je salue Charles. Salut Charlie! Salut Josh, salut à tous. Quel plaisir de te retrouver, Charlie! Ah bah écoute, plaisir partagé. Ça faisait un moment! Ça faisait trop longtemps, Charlie, laisse-moi te le dire. J'étais pas loin. T'as failli gâcher mon Noël, Charlie, je te le dis. Ah mais je suis revenu pour ça. Alors, Charlie, d'abord, on va commencer ce podcast par l'annonce que j'avais promis la semaine dernière. J'étais terminé le podcast de la semaine dernière un peu en perte et fracas en disant « Ouais, machin, grosse annonce pour l'avenir du podcast ». Et effectivement, il y a des choses qui vont changer. On a décidé de bouger ce podcast, de le rendre indépendant en fait. Grosso modo, ce podcast va quitter CNews et désormais va être géré que par moi, tout seul, et avec mes invités qui vont venir. Hein. Charlie, tu seras toujours là, j'espère, tu vas pas m'abandonner. Oh non, pas du tout. Bien au contraire, je serai là. Voilà, donc voilà, on se lance en solo de notre côté. Donc sans plus rien, voilà, c'est moi tout seul qui vais gérer ce podcast. Donc voilà ce qui va se passer, ce qui veut dire un changement de visuel qui va être réalisé par mon ami de la semaine dernière, Adrien Pompuy. On va également changer l'intro musicale, la fin musicale, tout ça, parce que voilà, il y a des droits et tout ça que je n'ai plus, donc il va falloir que je change certaines choses. Et donc voilà, on va changer du tout au tout. Tout ça, ça sera à découvrir en janvier, début janvier, donc pour le premier numéro de l'année 2024. Donc vous aurez un podcast qui sera à la fois le même et à la fois différent. Mais voilà, toujours dans la bonne humeur et le partage. Voilà. Une réaction, Charles, sur cette annonce. Bah écoute, hâte de voir à quoi ressemblera la nouvelle identité en janvier. Ouais, bah on verra. Effectivement. Charlie, pendant que je te tiens, oui, tiens, vite fait, petit clin d'œil quand même. Je voulais saluer la mémoire d'une légende NBA, George McGuinness, qui est décédé la nuit dernière à l'âge de 73 ans, champion ABA avec les Pacers, 3 fois All-Star en NBA, entré au Hall of Fame en 2017. Voilà. Petite pensée pour lui, pour sa famille, pour ses proches et pour cette légende du basket. Charlie, je voulais également te parler du fait que les Lakers avaient été sacrés champions du In-Season Tournament et je voulais avoir forcément ton opinion, toi qui es fan des Lakers et tu es également fan des Pacers, donc ça ne devait pas être facile pour toi. Oh écoute, en fait, pour être franc, moi j'étais très dubitatif sur ce tournoi à l'origine, mais à mesure que les matchs avançaient et que tout ça s'est fait, j'ai plutôt changé d'avis. Alors pas parce que les Lakers ont gagné, mais plutôt parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite globalement, que ce soit le niveau de jeu, l'ambiance, la tension de certains matchs et évidemment le parcours des Pacers qui m'ont vraiment régalé. Donc bah, forcément plutôt content, ouais. Alors j'ai vu pas mal de gens se moquer un peu des Lakers qui ont fêté ce titre. Moi je trouve que c'est plutôt normal et je trouve ça plutôt sympa. Écoute, voilà, dans l'ensemble, plutôt, je trouve que c'était vraiment une réussite cette première édition et bon, il faudrait faire un effort sur les parquets parce que outre l'aspect visuel qui était parfois vraiment très Je moyen, suis il y a eu d'accord. des soucis, on a même eu des soucis de sécurité, hein. On a vu des joueurs glisser, on a vu Jaylen Brown notamment se plaindre vraiment de la qualité des parquets. Mais sinon très content de cette première. C'est les Lakers qui remportent cette finale face à Indiana avec une défense de fer à Anthony Davis des grands soirs et puis des points dans la raquette et très peu de 3 points. C'était assez. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça assez, je sais pas, il y a une certaine ironie là-dedans, je trouve. Que les Lakers en 2023 gagnent, je sais pas combien de 3 points ils ont marqué, mais très très peu. Ouais. Sur les 123 points qu'ils ont inscrits, il y en a 86 qui sont plantés dans la raquette. Ça m'a amusé de voir ça. C'était vraiment pas le truc auquel je m'attendais. Ouais, non, moi non plus, c'est vrai que c'est assez atypique, mais écoute, c'était globalement bien maîtrisé. Ils ont très bien tenu effectivement défensivement cette équipe d'Indiana. Ils ont réussi à casser le rythme des Pacers. Et puis tu l'as dit, Anthony Davis qui en ce moment
et sur un niveau qui est plutôt sympathique. On va pas trop le dire parce qu'on se doute bien qu'il va finir par se péter ou par retomber dans ses travers, mais pour le moment, il faut profiter. Oui, on avait déjà parlé de ça, toi et moi, effectivement. Anthony Davis qui a tendance à avoir du mal à enchaîner, on va dire, les performances, en fait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, enfin, je parle surtout des performances offensives, quelque part. Oui, bien On est sûr, oui, souvent oui. frustré avec Anthony Davis, offensivement parlant, c'est-à-dire qu'il va être capable de marquer 17 points, 20 points dans une mi-temps, et puis la seconde mi-temps, il va t'en inscrire 4 et tu vas, tu vas te dire, bah attends, c'est quoi ce bordel? Effectivement, les Lakers ont besoin de lui offensivement, donc ça met d'autant plus un coup de projecteur sur ses performances offensives quand elles sont décevantes parce ils ont besoin de lui offensivement. Maintenant, défensivement, ce mec est un monstre. En préparant ce podcast là, sur les autres sujets dont on va parler, Anthony Davis, statistiquement parlant, dans les stats avancées défensives, il est partout. Il est incroyable, il est impressionnant. C'est un monstre. C'est un monstre défensif, Anthony Davis. Il est Tout à fait. absolument incroyable. Donc voilà, c'est les Lakers, rien que pour lui et pour le fait que LeBron James soit encore aussi efficace à ce moment de sa carrière. Voilà, on l'a dit et répété. Cette équipe reste quand même dangereuse à l'Ouest, quoi qu'il arrive, quoi. Ah oui, bien sûr, bah c'est de toute façon une équipe, enfin l'équipe de LeBron, personne ne veut jamais la jouer, notamment en playoff. Tu t'as tout dit en fait sur Anthony Davis. Personne ne remet en question son apport défensif. On sait que c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Chaque saison il l'est. Il est extrêmement impressionnant. Il est extrêmement polyvalent. C'est vrai que ce qui est pénible, c'est de voir que bah, sur une semaine, il est capable de faire, je sais pas moi, 2 matchs en prenant moins de 10 tirs et 3 matchs en prenant 20, tu vois. C'est un peu ça qui est plus pénible, quoi. C'est qu'on a vraiment besoin qu'ils comprennent qu'il faut qu'il soit plus au relais de LeBron offensivement, parce que LeBron a beau être phénoménal et vraiment repousser constamment les limites de ce qu'on croit possible, et à un moment, il va quand même avoir besoin d'être épaulé, quoi. Ouais, c'est pour ça que je pense que les Lakers vont probablement être actifs à la date limite des transferts. On verra, ça commence aujourd'hui. On enregistre ce numéro, on est le vendredi 15 décembre. C'est le premier jour où tous les contrats qui ont été signés là récemment et tout ça peuvent être transférés. Et donc là, dans les prochaines semaines, je pense, jusqu'à la date limite des transferts, qui est en février, voilà, on va sûrement voir des choses qui vont se passer. Et je pense que les Lakers vont jouer un rôle là-dedans. Encore, toujours. Quant à LeBron, une équipe avec LeBron James, on est habitué maintenant. Ils sont Exactement. tout le temps à la recherche de nouveaux joueurs, de changer les choses, de se dire tiens, qu'est-ce qui va pas. Et moi, je pense que des mecs comme D'Angelo Russell et comment il s'appelle, celui qui est arrivé de Washington, Hachimura, Hachimura, ouais. potentiellement vont partir. Vite fait, juste pour le petit clin d'œil que je disais tout à l'heure, ils ont tenté 13 3 points seulement contre Indiana en finale de ce In-Season Tournament. Ils en ont inscrit 2. 13 3 points, c'est le plus petit nombre de tentatives par n'importe quelle équipe dans n'importe quel match depuis mars 2021. 2-3 points inscrits dans un match, c'est le plus petit nombre de points inscrits par une équipe qui remporte la victoire depuis février 2020. C'est drôle, non? Ouais, non, mais c'est des chiffres qui sont impressionnants, hein. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec Anthony Davis, parce que l'année dernière, Anthony Davis avait commencé à nous raconter en interview qu'il travaillait sur ses 3 points, qu'il voulait de plus en plus shooter à 3 points. Sur ce début de saison, il en prend pas un. Ouais, je crois il doit en prendre de temps en temps, peut-être 1 ou 2 par match, grand maximum, mais c'est extrêmement rare. Ouais, c'est fou. Sur les 123 points inscrits, donc, comme je disais tout à l'heure, 86 dans la raquette, 27 points sur la ligne des lancers francs, seulement 10 points en dehors de la raquette. Tu te rends compte? Ah oui, non, mais ils ont matraqué la raquette. Après, l'adversaire s'y prêtait aussi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est une anomalie temporelle, ce truc. Ouais. On est dans une faille. Euh, pour terminer sur l'actualité, avant de passer sur le cas de Raymond Green, je voulais juste évoquer avec toi aussi l'étrangeté de la situation entre les Bucks et les Pacers l'autre soir, où Giannis Antetokounmpo a couru après un ballon à la fin de la rencontre. Alors c'est c'est absolument, j'ai jamais vu ça de ma vie, un truc qui se passe de cette manière-là. Pour la petite histoire, il y a des vidéos qui sont sorties, hein, la vidéo qui sur comment dire, la diffusion des Bucks, donc la retransmission officielle des Bucks, a montré qu'un assistant coach des Bucks a bien récupéré le ballon à la fin du match. On voit clairement le buzzer sonner, les joueurs qui regagnent leur banc,
l'arbitre qui a le ballon dans les mains et un assistant qui prend le ballon et qui le donne à un membre du staff des Bucks. Donc Giannis Antetokounmpo qui a dit sur le podium, je suis sûr que c'est pas le bon ballon que j'ai, tout ça, nanana, je me suis fait enfler. Bah apparemment pas. Si tu veux, je vous invite à regarder. Hein, vous allez sur le compte Twitter @Scott Acknes. Scott Acknes. Il a posté ça. Tu vois la vidéo, elle est claire, nette et précise. Et autre truc que j'ai découvert grâce à toute cette histoire, c'est que c'est un rite en fait en NBA qui existe. Et quand un rookie marque ses premiers points, les premiers points de sa carrière en NBA, quoi qu'il arrive, il récupère le ballon à la fin du match. Et là, Giannis a voulu aller récupérer ce ballon parce qu'il a marqué 64 points, record de points inscrits par le club, alors qu'il allait les pousser, ces 64 points. Je suis désolé, les mecs, ils étaient largement en train de remporter ce match. Il est venu, il est parti à la recherche de ce record. Moi, j'ai trouvé ça un peu moche, personnellement, je suis désolé. Il y a aussi le fait que Damian Lillard est passé 5e, je crois, sur la liste des all-time en termes de 3 points inscrits ou de tentés. Il y avait ça aussi. C'est pas lui qui a le ballon, manifestement. Enfin bref, c'était un merdier sans nom, cette histoire. Et ça m'a permis de découvrir cette règle. Et Oscar Tshiebwe, qui est le rookie des Pacers, a eu lui aussi un ballon, manifestement, à la fin de la rencontre. Je sais pas quel regard tu portes là-dessus, mais moi, ça m'a un peu mis sur le cul, quand même. Ouais, je trouve que ça colle pas trop avec l'image de Giannis. En plus, déjà, le fait de forcer pour avoir son record, je trouve que c'est pas trop l'image qu'on a de lui. Et puis après, cette polémique, écoute, je pense que les gens ont beaucoup trop de temps à perdre pour s'écharper sur ces questions-là. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment assez sans intérêt. Écoute, donner un ballon à tout le monde et puis comme ça, ils seront contents. Hein, si tu veux que je te dise. Non, mais moi, j'étais halluciné par la tournure des choses. Oui, oui, non, mais c'est ça, par l'ampleur que ça a pris. Bah, tu veux dire, quand tu vois je vais dire la volonté de Giannis, t'as l'impression qu'on avait insulté ses parents bientôt, quoi. Et, Ouais, qu'on lui avait volé son cadeau de Noël, ouais, je sais je sais pas, enfin, pas. c'était trop bizarre. Moi, je suis plutôt du côté de l'explication des joueurs des Pacers qui disent que, grosso modo, les Bucks étaient un peu en mode revanchard d'avoir perdu, notamment cette demi-finale du In-Season Tournament, et que il y a une petite rivalité qui est en train de se créer entre ces deux clubs, bizarrement. Ce qu'on n'aurait Ouais. pas dit, on n'aurait pas dit ça au début de la saison. Et voilà, bref. Donc, très étonnant, je trouve. Mais ouais, j'ai pas compris la réaction hyper énervée de Giannis. Donc, Bah ouais, non, moi non plus, ça m'a un peu étonné ouais, de sa part. ouais. Est-ce que c'est pas aussi le signe que tout ne se passe pas si bien que ça du côté de Milwaukee Enfin, est-ce que c'est pas le signe d'une tension grandissante dans la franchise, quoi? Oui, mais j'ai l'impression que cette équipe des Bucks est pas du tout en phase actuellement, quoi. Ouais. Et j'ai presque peur parce que quand tu vois les déclats de Bobby Portis qui les enchaîne, hein. Tu m'en avais déjà parlé l'autre fois, la dernière fois que tu étais venu. J'en ai reparlé l'autre fois. À chaque fois que je lis des articles concernant les Bucks et que je regarde les matchs, tu sens pas ça déborde pas de sérénité quand même tout ça. Non, et effectivement, Bobby Portis, il a pas sa langue dans sa poche, quoi. Mm. Il hésite pas trop à dire ce qu'il pense. Et on voit bien qu'il y a, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de confiance entre le coach et ses joueurs pour l'instant. Il y a un truc qui passe pas, quoi. Il y a un truc qui passe pas et j'ai l'impression que les joueurs se sentent mal utilisés. Je sais pas. Il y a beaucoup de trucs qui me dérangent. On verra. On verra comment tout ça, ça évolue. On va partir sur Draymond Green. Charlie, tu le veux bien? Ah bah écoute, il y a des choses à dire hein, sur Draymond, encore une fois. Ouais. Après 12 saisons, 4 titres et une liste interminable d'exploits sportifs sur le terrain NBA, le noyau dur des Warriors, composé de Stephen Curry, Klay Thompson, Steve Kerr et Draymond Green, est en train de se fissurer devant nos yeux après l'énième suspension de ce dernier, cette fois pour une durée indéterminée suite à son altercation avec Yusuf Nurkic plus tôt cette semaine, lors du match Warriors-Suns. Draymond Green a construit sa carrière sur sa rage de vaincre, sa rage tout court même, j'ai envie de dire. Il a été sélectionné en 35e position au second tour de la draft en 2012. C'est à la faveur d'une blessure de David Lee que Draymond a réussi à intégrer la rotation des Warriors en 2014. Après cela, les Warriors ont entamé leur ascension irrésistible vers les sommets de la ligue. Draymond Green a joué un rôle crucial dans la révolution qui se jouait alors sur le parquet de l'équipe d'Oakland, dans le sillage de Stephen Curry.
il y a toujours eu les gueulantes sur le terrain, les remontrances face aux arbitres, les coups bas parfois, et toutes ces choses qui en faisaient un joueur adulé par les fans des Warriors et détesté par leurs adversaires. Puis, il y a eu l'an dernier le coup de poing infligé à Jordan Poole pendant la pré-saison, dont la vidéo a fuité sur Internet. On ne sait toujours pas d'ailleurs qui a fait fuiter cette vidéo. Ce qui a rendu public une autre facette de la personnalité de Draymond Green. Fraîchement couronné champion NBA, les Warriors ont tenté de minimiser l'affaire. Moi également, je me souviens très bien avoir dit bah ouais, mais les Warriors, on ne peut pas se priver de Draymond Green. Ils ont affirmé que ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire. Green avait alors annoncé qu'il allait prendre du temps pour lui à l'époque, je cite, pour continuer de travailler sur moi-même, c'est ce qu'il avait dit. Quelques mois plus tard, Draymond Green, perçu comme une pièce indispensable de la franchise, aux côtés de Stephen Curry, signait un contrat de 100 millions de dollars sur 4 ans. Jordan Poole, qui très franchement n'a plus jamais été le même après cette agression, alors qu'il sortait d'une saison très très prometteuse avec les Warriors, où il a joué un rôle central dans le fait qu'ils aient gagné ce titre en 2022, a été envoyé aux Wizards. Depuis ce coup de poing asséné à Jordan Poole, Draymond Green a été suspendu à 4 reprises. Il a écopé de 5 matchs pour sa prise d'étranglement sur Rudy Gobert, il y a quelques semaines de cela. Et là, il y a quelques jours, Jusuf Nurkic, il a essayé de lui mettre un pain dans la tête, soi-disant pour vendre une faute, pour provoquer une faute. Bref. Un autre truc qui m'a absolument sidéré dans cette histoire, c'est que Rudy Gobert, qui est la cible des moqueries de Draymond Green, qui a été agressé physiquement par Draymond Green, et Jusuf Nurkic ont été les premiers à exprimer leur empathie envers lui. Un homme qui, selon eux, et selon son coach et ses coéquipiers, là, Steve Kerr, Curry et d'autres se sont exprimés depuis, ils ont tous dit Draymond Green a probablement besoin d'aide. La NBA a décidé de le suspendre indéfiniment avec l'obligation de se plier à certaines règles dont on ne connaît pas la nature avant d'envisager son retour. Charles, quelle est ta position sur cette nouvelle affaire Draymond Green? Déjà, je pense on en a déjà pas mal parlé après l'étranglement sur Gobert. C'est des gestes qui ont absolument rien à faire sur un terrain de basket et Draymond aurait, pour moi, dû être sanctionné de manière beaucoup plus sévère il y a bien longtemps, que ce soit par la ligue ou par sa franchise, notamment au moment de l'agression sur Jordan Tout Poole, à parce fait. que c'est une agression sur Jordan Poole. C'est pas du tout un fait de jeu ou quoi, c'est vraiment une agression. Écoute, voilà, il devient une caricature de lui-même de plus en plus, et moi j'ai un peu l'impression que c'est presque avec la bénédiction de sa franchise qui, malgré plein de belles paroles, n'a jamais rien fait pour le remettre entre guillemets sur le droit chemin. Je veux dire, je, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie énorme de Steve Kerr quand il dit que c'est à Draymond Green de changer, que c'est lui. Enfin, je veux dire, la dernière fois qu'il s'est exprimé sur le sujet, hier ou avant-hier, il a fait la litanie. C'est lui qui a étranglé Rudy Gobert, c'est lui qui a frappé Yusuf Nurkic, c'est lui qui a mis un coup de poing à Jordan. Eh ben d'accord. Mais vous avez quand même un levier, vous avez un pouvoir d'action. Il a jamais été réellement sanctionné pour tout ça, et c'est une énorme erreur. Et moi, ça m'étonne pas du tout de voir que ça prend de plus en plus d'ampleur, parce qu'en réalité, bah bon, alors moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est presque c'est un gamin en fait, Draymond Green. Et le gamin, à un moment, si tu lui mets pas de sanctions, si tu lui mets pas des limites franches, bah ça m'étonne pas du tout que ça prenne une telle ampleur. Donc je crois, moi personnellement, j'avoue que je crois pas une seule seconde au fait qu'il va changer. Il a 33 ans et d'ailleurs après chacun de ses débordements ces dernières années, il a toujours dit qu'il ne changerait jamais, que ça faisait partie du joueur qu'il était, etc., etc. Si c'est effectivement le cas, les Warriors vont devoir bien réfléchir à la suite, parce qu'il est plus du tout le joueur qu'il était il y a 4 ou 5 ans. S'il continue sur ce rythme, il va devenir plus problématique pour son équipe qu'autre chose. T'as rappelé le contrat qu'il a signé l'été dernier. Je sais pas si les Warriors en sont déjà au stade des regrets, mais ça va finir par arriver si ça continue. Et ouais, je sais pas, moi je trouve ça vraiment triste parce que en fait ça me rend les Warriors assez antipathiques alors qu'historiquement c'est plutôt une franchise que j'apprécie. Je me suis régalé pendant des années devant leur jeu, j'ai beaucoup de respect pour le coach qui est Steve Kerr, mais je trouve que là il y a vraiment une forme d'hypocrisie. Je trouve que voilà, leur incapacité à sanctionner le joueur, Stephen Curry qu'on n'entend jamais sur le sujet. Ouais, je trouve vraiment que la franchise est pas à la hauteur. Alors peut-être que ça va changer parce que Steve Kerr a l'air de prendre un peu plus la mesure de la gravité de tout ça maintenant. Mais
Bon, tu me diras mieux vaut tard que jamais, mais bon, je sais pas. Là, tout le monde en est effectivement au stade de dire il a besoin d'aide, c'est la preuve qu'il va pas bien. Ok, mais alors qu'est-ce que vous faites pour l'aider concrètement, en fait? Et pourquoi avoir attendu autant de temps? Pourquoi est-ce que l'agression sur Jordan Poole est autant passée à la trappe? Enfin, voilà, moi, j'avoue que tout ça m'énerve un peu. Je comprends pas, vraiment, je ne comprends pas l'inactivité des Warriors sur le sujet. Là, il y a Mike Dunleavy, le nouveau general manager, qui s'est exprimé sur le qui s'est exprimé sur la question. Alors lui aussi, il a mis l'accent non pas sur la future sanction qui allait frapper le joueur, mais sur ce qu'il a appelé l'aide et le conseil qu'il devait lui fournir pour se calmer. Vous avez vraiment attendu qu'il ait 33 ans pour comprendre qu'il avait besoin de se calmer, le gars? Enfin, enfin voilà. Ouais, ouais, on est clairement, là, on est Donc, clairement sur des éléments de langage. mais ouais, bah oui, C'est mais clairement de la communication, on est d'accord. C'est pas autre chose, hein. C'est, on prend ça sous l'angle de, il a besoin d'aide, il faut lui tendre la main, et ainsi de suite. Et je veux bien croire que cette personne a besoin d'aide. Clairement, Draymond Green a l'air d'être quelqu'un, pour être capable de faire ce qu'il fait là, et vu la récurrence des événements ces derniers temps, là, il y a clairement un problème. Et effectivement, je pense que tu as tout à fait raison dans le fait de souligner le fait que l'incident avec Poole est le moment où la franchise s'est complètement fourvoyée sur le cas de Draymond Green, s'est totalement trompée sur le jugement de cette situation. Ils ont décidé de passer ça et de mettre un linge sur le problème en disant c'est bon, on ne le voit plus, il n'existe pas. en fait, on avait l'impression que le truc le plus grave dans cette histoire, c'est que la vidéo est fuitée. En fait, c'est Complètement. quand même dingue. C'était la trahison portait sur qui a fait fuiter cette vidéo. C'est hallucinant. Or, enfin, moi, je sais pas quel est ton sentiment par rapport à Jordan Poole, mais Jordan Poole n'est plus du tout le joueur. Enfin, je veux dire, comment. Je regardais ses stats tout à l'heure à Jordan Poole. Il est reparti sur des bases qui ressemblent à son année de rookie, où Ouais. tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il faisait des erreurs, parce qu'il faisait n'importe quoi, parce qu'il prenait des shoots totalement stupides, ce qu'il refait maintenant. Mais je sais pas, personne n'a l'impression que Jordan Poole est en souffrance depuis ce moment-là, depuis cet instant. Je sais pas, ça me semble. J'ai l'impression qu'on redécouvre ça maintenant. Draymond Green, voilà, pareil. On dit, ouais, il a besoin d'aide et tout. Mais comme tu viens de dire, on a vraiment eu besoin d'autant de temps. Enfin, les gens, tout du moins, qui sont. Parce que nous, en tant que fans, qu'est-ce que tu veux qu'on en sache? On n'en sait rien du tout. On n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas au quotidien avec eux, on travaille pas avec eux. Comme dit Draymond Green, mêlez-vous de vos histoires, vous savez pas de quoi vous parlez. Bah ouais, mec, t'as tout à fait raison. Par contre, tous ceux qui gravitent autour de lui, tous ceux qui sont intimes avec lui, tous ceux qui partagent leur vie avec lui, leur quotidien avec lui, que font ces gens-là depuis tout ce temps? Bah, Et c'est et voilà, c'est et rien. c'est bien que et le problème, c'est bien ça, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de se taire, de ne rien dire, parce que Draymond Green, est une pièce centrale de la dynastie des Warriors et que le gars est tellement important que tout le monde se tait, tout le monde la ferme. Et Bob Myers, qui était invité sur ESPN au mois d'octobre, est intervenu pour parler justement de son rôle en tant que enfin, de son ancien rôle de general manager aux Warriors et comment ça se passe. Dans un cas, par exemple, avec Draymond, dans un cas tel que celui de Draymond Green. C'était bien avant tout ce qui vient de se passer là, qu'on soit bien d'accord, hein. Et ce qu'il expliquait, c'est que de toute façon, lui, en tant que general manager, ne peut pas décider comme ça en claquant des doigts. Il ne peut pas se réveiller un matin et dire vas-y, c'est bon, je transfère Draymond Green, il me casse les pieds, j'en ai marre, quoi. Non, il dit moi, je suis obligé de voir avec Stephen Curry. Parce que sinon, le proprio, Joe Lacob, va me dire mais t'es complètement fou de prendre une décision de cette envergure, de cette envergure sans en référer à notre franchise player. Et ce qu'il explique, c'est que moi, je pèse rien et que Stephen Curry, je suis obligé d'aller le voir et de lui dire qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et il dit mot pour mot, il dit non, non, on est meilleur avec Draymond et Draymond, il reste, quoi. Ouais, bah écoute, bah alors déjà en fait c'était possible de sanctionner Draymond sans le mettre dans un trade, mais effectivement je comprends bien, mais Steph Curry de toute façon, enfin Bah, ça tout ce pose qui la se question passe de son là, leadership quelque part à Stephen Curry exactement. aussi. Et ça, Et- peu de gens en parlent en fait. oui, non mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, ça pose tout à fait la question du leadership de Curry, mais surtout qu'en plus, enfin tu vois, Curry pourrait très bien dire bon bah ok, on sanctionne Draymond et derrière la franchise fait de la communication en disant que Steph Curry n'a pas du tout été sollicité pour cette décision. C'est ce qui s'est passé avec Milwaukee cet été au moment du trade pour Lillard où on nous a expliqué que Giannis n'était même pas concerné par tout ça. C'est toujours possible de faire de la com pour enrober tout ça, tu vois. Mais
mais là, moi, je veux bien que Draymond ils disent vous n'êtes pas présent en interne, vous ne savez pas ce qui se passe. Et on n'est peut-être pas présent en interne, mais il y a un mois, quand on a fait un podcast, toi et moi, sur l'étranglement sur Rudy Gobert, on a dit mot pour mot qu'avec une sanction aussi ridicule, Mmh. Draymond allait recommencer dès son retour. On a dit ce genre de sanction n'est absolument pas dissuasive, rien n'est fait pour lui faire comprendre qu'il doit changer, donc il ne va pas changer. Un mois plus tard, on est dans une situation qui est encore pire, tu vois. Alors on n'est peut-être pas en interne, mais ça n'empêche que c'est évident pour tout le monde en fait que rien n'est fait pour que Draymond Green comprenne qu'il doit changer. Rien n'est fait, rien n'est fait. Et l'autre truc, moi, qui me m'énerve prodigieusement actuellement, et ça, c'était déjà le cas après le cas Rudy Gobert, où grosso modo, les gens se moquaient ouvertement de la tête de Rudy Gobert qui était là en train de lever les bras en disant moi je ne fais rien, alors que ce mec-là est en train de me faire une prise d'étranglement. Vous vous rendez compte du truc complètement dingo quand même. C'est complètement fou en vrai. Ouais, c'est dingue. Et, Non mais c'est vrai. euh, et les gens étaient là à ricaner. Rudy Gobert, il est trop drôle. Qu'est-ce qu'on a rigolé devant ces images? Mais ça n'a rien de drôle. Elle avait rien de drôle cette image. Elle était hyper violente en vérité. Oui, et Et, puis heureusement que Rudy Gobert fait ça. Enfin, en fait, qu'est-ce que veulent les mais gens? c'est ça. Qu'est-ce que veulent Non les mais gens? et moi ce que je supporte pas, c'est qu'après tout, c'est la ritournelle incessante, permanente des gens qui sont là à dire, à justifier les trucs les coups de folie de Draymond. Oui, Draymond, il est comme ça. Oui, c'est sa rage de vaincre qui font qu'il est le défenseur qu'il est le joueur qu'il est, et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est parce qu'il a l'agnac, c'est parce qu'il a la rage de vaincre et tout ça. Ok, mais euh, être combatif sur un terrain, ça n'a rien à voir avec le fait d'agresser physiquement les gens sur un terrain, d'être violent physiquement sur un terrain. Ça, c'est une toute autre dimension, quoi. Et je pense Mais qu'on bien ne, sûr. on ne trace pas du tout la limite entre qu'est-ce qui est acceptable et sportivement louable quelque part, la combativité, la ténacité, tout ça, tout ce que tu veux. Ok, pourquoi pas. Et Dieu sait que Draymond Green, quand tu le vois parler, quand je vois Jokic qui se fait sortir à Chicago parce que le mec il dit un gros mot à un arbitre, alors qu'il faut avoir conscience que les joueurs NBA disent des gros mots en permanence tout le temps. Hein. Quand tu vois Draymond Green, mais il y a des matchs où il est sans arrêt dans l'oreille des arbitres, à leur dire vous êtes des merdes, vous faites pas votre boulot quoi. Et Ouais, non mais il s'en sort haut la main tout le temps. Dire, ce gars-là a des passes droits quand même depuis longtemps. oui. Et quand je vois les commentateurs qui sont là, ah, mais c'est ce bon vieux Draymond, non, je suis désolé, non. Il faut arrêter avec ce discours, en fait. Ce truc-là, moi, m'énerve prodigieusement à l'heure qu'il est. Continuer de trouver des excuses à ce mec-là, c'est ne pas lui rendre service à lui, en premier lieu, et à tous les gens qui sont victimes de ce type-là, et aux gens qui se pensent en droit d'avoir ce type de comportement, quoi. Non, mais ça ne rend pas service à la NBA en règle générale, parce que moi je veux bien. Alors, en fait, les gens qui se sont moqués de la réaction de Rudy Gobert au moment de l'étranglement, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens en fait? Ils veulent que Rudy Gobert réplique et qu'on reparte sur un remake de 2004 avec Malice at the Palace. C'est ça en fait la NBA qu'on veut? En fait, ça n'a aucun sens. La NBA n'est pas un sport de combat, on n'est pas du tout là pour assister à ce genre de contact. Et évidemment que Rudy Gobert a eu la bonne réaction en levant les bras et en disant qu'il y a qu'un malade dans l'histoire et c'est pas moi les gars. Et, et ouais, moi je sais pas. En fait, j'ai hâte de voir quelle sanction va prendre la ligue. En fait, je suis incapable de me projeter là sur qu'est-ce qui va se passer pour Draymond Green. Non, J'en on va suis pas le absolument savoir. incapable. On va pas le savoir. On en a parlé toi et moi récemment en échangeant sur le. On a déjà parlé toi et moi de ce sujet-là au moment où ça arrivait. Est-ce que tu crois Enfin, je sais pas. Peut-être que ça, peut-être que ça va changer. Mais la NBA, quand est-ce qu'ils ont communiqué sur quoi que ce soit? Prends le cas de Ja Morant, par exemple, qui va revenir là face aux Pelicans de sa suspension de 25 matchs. La NBA a dit, enfin, Adam Silver a dit, je vais le rencontrer. Euh, et à l'époque, la NBA avait dit, il va devoir passer différentes étapes avant d'obtenir le feu vert pour rejouer. Ok, c'est exactement ce qu'il vient de dire pour Draymond Green. Ok, Bah oui. mais c'est quoi ce process? Ça correspond à quoi? Non mais ça, on sait rien. C'est quoi les étapes qui permettent de dire c'est bon, Draymond Green n'est plus le même homme, il est changé. Vous allez lui faire Et vous allez le lobotomiser? Non. Enfin, je veux dire, et je suis pas en train de dire que le Draymond Green devrait avoir interdiction absolue de remettre les pieds dans la ligue. Mais, euh, mais je sais pas. Ça montre, pour moi, ça montre que ce type de problématique,
et peut-être, enfin, tu vois, de comportement ou d'agressivité et de, bah, je sais pas, de santé mentale, j'ai envie de dire, si on peut peut-être mettre ça sous ce prisme-là, voir ça sous ce prisme-là. Je trouve que tout ça est encore excessivement mal géré, en fait. C'est très mal géré et je vais même aller plus loin, moi. La NBA est nulle, mais nulle pour communiquer sur ces problèmes-là. Si tu te rappelles bien du communiqué quand ils ont annoncé la suspension de 5 matchs après Rudy Gobert, dans le communiqué, il y a marqué mot pour mot que la sanction tient compte de l'historique de Draymond Green. Cette phrase, c'est une énorme erreur parce que qu'est-ce que tu Ouais. fais maintenant en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, si tu mets une énorme sanction à Draymond Green, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire ah ben en fait, on s'est rendu compte que ses antécédents étaient plus importants que prévu. Enfin, tu vois, en fait, tu vas forcément te désavouer de la Complètement. sanction que tu lui as mis après l'étranglement sur Gobert en fait. Et donc cette phrase, c'était une erreur énorme de la part de la NBA. Et d'ailleurs à l'époque, tout le monde s'est foutu d'eux en lisant ça. 5 matchs en tenant compte de ses antécédents. Non mais c'est une blague, c'est une blague. Et c'est vraiment, c'est rare qu'on soit aussi critique sur un aspect communication de la NBA parce que c'est quand même une ligue qui est qui enfin, qui accorde une importance énorme à la communication ces dernières années, enfin depuis les années 2000, ils ont eu des communications souvent assez remarquables. Ils gèrent très bien cet aspect-là, mais pas du tout sur les sanctions. Sur les sanctions, ils sont complètement à la ramasse. C'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. Il y a, pour ceux qui ont connu l'ère David Stern, qui était le père, le père fouettard par excellence, Ah bah le absolument, oui. mec, il te tombait dessus, mais pas à moitié, quoi. C'est-à-dire qu'une fois s'il y avait un truc qui dérapait, tu peux être sûr que t'allais au casse-pipe Bien avec sûr. ce mec-là. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'est cette marque d'autorité, et je suis pas du tout le genre de mec qui est pour imposer une autorité suprême, tu vois. Je trouvais que David Stern allait beaucoup trop loin là-dedans. Mais de, très bizarrement, on est passé de tout à rien quasiment. C'est-à-dire qu'on Absolument, est je suis passé d'accord. de David Stern qui avait une matraque à la main et dès que tu bougeais, il te la calait dans les jambes pour te mettre à terre. Et de l'autre côté, tu as Adam Silver, le mec, il te met une couronne de fleurs autour du cou quand tu frappes quelqu'un bientôt, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec Venez, toi, mes effectivement. enfants, ce n'est pas bien grave. Viens faire un câlin à Adam. Ouais, on est passé d'un extrême à l'autre, c'est tout à fait ça. Et tu te dis, mais attends, il faut un juste milieu dans tout ça, quand même. Peut-être, je sais pas. Ouais, et puis, ouais, je sais pas. En fait, enfin, je sais pas quoi penser. Parce que sur Draymond, on va encore nous dire, ah mais oui, mais vous comprenez, à chaque fois qu'il loupe un match, il perd 150 000 dollars. Mais c'est pas ça la question, en fait. C'est pas ça qui va le faire changer. Mais tu vas voir que c'est ce qui va sortir. C'est une évidence. C'est sûr et certain. D'ailleurs, ça a déjà commencé, hein. Sur tous les articles qui évoquent ces suspensions, il y a cette phrase à la fin de, pour mémoire, il perd 150 000 par match manqué. Super. Super. Ouais, Ok. et Génial. passer 20 matchs. Si, si, mais attends, mais c'est ESPN, ils ont fait un papier là-dessus. Je sais plus comment il s'appelle, leur journaliste, là, qui explique même que les Warriors vont économiser des taxes de dingue, en fait, avec ces suspensions. Ils vont économiser des thunes de fous furieux. C'est un complot, en fait. Ils avaient prévu ça depuis le début. Tout était prévu. Ouais, attends, je vais te retrouver ça tout à l'heure, tiens, si on y est encore, mais bref. Tout ça pour dire que cette histoire de Draymond Green est vraiment fâcheuse. Ouais. Et franchement, en plus, vraiment, les Warriors n'avaient pas besoin de ça, hein. Parce Mais que absolument pas. Je veux dire, c'est le chaos absolu, cette équipe. bah oui. Andrew Wiggins, mais ce mec a totalement disparu des radars. Je me souviens encore de lui qui disait, après les finales face à Boston, le titre, il disait, parce qu'il était félicité pour sa capacité à prendre des rebonds, tout ça, ils étaient là, ah, dis donc, Andrew, et il dit, bah ouais, je comprends pas, je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça de ma carrière, mais il n'y a pas de raison que j'arrête à partir d'aujourd'hui, parce que ça aide l'équipe et tout ça, ils ont besoin de ça. Tu regardes tu regardes l'apport de Wiggins aujourd'hui, c'est grotesque. Il a moins de rebonds en moyenne que Stephen Curry. Je veux dire, c'est absurde. Ouais, moi, je Et vois. Clay Thompson, ça me fend le cœur de le reconnaître, mais je sais pas quoi dire. Moi, Et- Wiggins, j'avoue que je suis un peu inquiet, ouais. Je me demande s'il n'y a pas un souci avec lui. On sait que la saison dernière, il a raté pas mal de matchs pour des soucis personnels, des soucis familiaux, oui, etc., apparemment, etc. c'est Et en très fait, grave, ouais. ouais, voilà. Et honnêtement, il faut dire les choses. On n'a jamais, depuis son retour, retrouvé le vrai Andrew Wiggins, quoi. Donc, Mais est-ce toi, là que aussi, est-ce que par exemple, il n'y a pas un blocage mental, par exemple, parce qu'il n'y a pas un truc.
une difficulté psychologique à dépasser peut-être une situation traumatisante ou je sais pas. Je sais, en fait, on a tellement pas d'informations sur ce qui s'est passé. Il y a un espèce de consensus, en fait. Psychologie de comptoir. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, il y a eu, à son retour, il y a eu un espèce de consensus de toute la franchise des Warriors sur on ne va pas parler de ce qui s'est passé, on ne Tout veut à pas fait. lui en parler, on ne veut pas du tout, enfin, rendre public ce qui s'est passé, et c'est extrêmement rare à notre époque. Il faut bien dire les choses, c'est extrêmement rare à notre époque qu'une absence aussi longue d'un joueur qui, mine de rien, était devenu un joueur important, enfin, que les raisons ne soient jamais vraiment dévoilées, ou peut-être que ça a été dévoilé dans les médias, dans des médias américains que je ne suis pas, je sais pas. Mais c'est vrai que ouais, moi ça m'inquiète un peu sur Wiggins. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il a besoin de changer d'air? Est-ce qu'il a besoin je sais pas. Mais effectivement, c'est assez inquiétant son niveau. Ouais, mais toute l'équipe là, enfin, ils ont fait un début de saison qui était pas dégoûtant et j'en avais parlé rapidement, je me souviens, avec Théo dans un des podcasts. Ça me semblait pas si mal engagé que ça. Et puis alors depuis, mais c'est la débandade absolue. Et là, tu vois bien que Steve Kerr, c'est plus qui jouer en fait. Il sait plus qui mettre sur le terrain. Ouais, C'est absolument effarant comme truc. c'est ça. Il a loupé 2 mois de compétition l'année dernière quand même, Ouais, non, mais à cause de ses c'est. problèmes familiaux. Tu vois, enfin, c'est pas un petit truc qui lui est arrivé quoi. C'est Et tu vois bien que cette équipe n'arrête pas de faire des fautes, n'arrête pas de perdre des ballons. Et ça sent aussi, c'est là aussi que ça sent la fin de règne. Ça, c'est la chute de l'Empire, quelque part. ouais, je Auquel on trouve est en train beaucoup de. plus ça. Ça sent ça, en tout cas. Ouais, alors je trouve que ça se sent beaucoup plus là que ça ne se sentait sur les quelques saisons où Clay et Steph Curry étaient blessés. Alors c'est facile de dire ça maintenant qu'ils ont regagné un titre entre temps, mais c'est vrai que là, entre l'attitude de Draymond, le niveau de Wiggins, l'état de Clay qui est très clairement plus du tout le joueur. Enfin maintenant, enfin, tout le monde sait qu'on retrouvera jamais le Clay Thompson. Ouais, alors c'est ce qu'on avait, toi et moi, on espérait ça. Quand on l'avait vu pendant la saison 2022 où ils ont gagné le titre, on s'est dit, ah, mais là, il est pas si mal que ça à son retour. On imagine qu'il va être meilleur la saison d'après et encore d'après et ainsi de suite. Que ça va aller de Ouais, mieux en mieux pour lui. Et pas du tout, en fait. non pas du Il tout. s'écroule totalement depuis lors. C'est inattendu comme. Et là, tu vois bien que ils sont en retard sur plein d'actions. Ça joue pas du tout collectivement comme ça le faisait avant. Je sais pas. Ouais, ça sent pas bon, quoi. Bon, en tout cas, enfin, cette équipe ne tient que sur les épaules de Steph Curry aujourd'hui, il faut le dire, ça c'est clair, et à un moment, il va peut-être en avoir marre aussi, Steph, quoi. Alors justement, pour terminer sur cette histoire des Warriors, on va finir par parler de Steph Curry, justement. Steph Curry, est-ce que il a une responsabilité en tant que franchise player? Est-ce qu'il a une responsabilité particulière? Je dis pas qu'il soit en aucune manière, je ne dis qu'il devrait être responsable des actes de Draymond Green. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que j'essaye de déterminer, enfin, essayons de mettre des mots là-dessus et de déterminer quel est son rôle à jouer à partir de maintenant à Stephen Curry dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il peut faire en tant que franchise player pour aider la situation? Ah, mais c'est trop tard! Il fallait le faire il y a des années, enfin, Ouais, pour répondre à ta question, à mes yeux, oui, il a une vraie responsabilité, parce qu'on sait très bien comment ça se passe en NBA. Il est pas tout puissant, Steph Curry aux Warriors, mais il est extrêmement puissant. Sa parole porte beaucoup. Et c'est clair et net que si il y a un moment, bah, au moment par exemple de l'agression sur Poole, il avait dit bon les gars, ce serait peut-être bien de marquer le coup quand même, qu'on s'assure qu'il ait compris le message. Là, en fait, ouais, on a l'impression qu'il laisse complètement courir. Ouais, en fait, on a une impression d'une forme de passivité, quoi, là, de la part de Curry qui subit la situation alors que il devrait absolument rien subir à Golden State, en fait. complètement. Et là, ce qui est en train de se passer avec Draymond, c'est un retour de bâton en pleine tête pour toutes les décisions qui n'ont pas été prises. Et la plus grave est très probablement le fait de n'avoir pas fait grand-chose après l'agression de Jordan Poole. Mais bien sûr. Je pense que ça a détruit beaucoup de choses dans ce vestiaire. Beaucoup plus que je n'aurais jamais cru possible. Très clairement. Et là, tu sens que bah, c'est une équipe qui se barre en lambeaux, quoi. Ouais, ouais, il y a vraiment une sensation de fin de cycle assez terrible, ouais, bien sûr. Donc je ne sais pas si un transfert va être la solution, si il y a quelque chose à faire. Et je ne parle pas forcément de transférer Draymond Green par ailleurs,
mais de changer quelque chose, parce que là, clairement, ils vont nulle part. Là, ils sont même pas sur le play-in, il me semble, pour l'instant. Donc, je sais pas, il y a un moment, va falloir faire quelque chose, quoi. Et je vois vraiment pas ce qui va être possible de faire. Ouais, non, je vois pas non plus, parce que même s'ils veulent monter des trades là, ouais, s'il y a quelques assets qui sont intéressants quand même, mais en fait, on a tellement la sensation qu'il y a quelque chose qui est cassé, que est-ce que juste changer deux trois joueurs à la marge, ça suffira? Si demain la situation avec Draymond Green est intenable, qui va vouloir de Draymond Green aujourd'hui, quoi? À la limite, un contender à la trade deadline peut être intéressant. Avec ce contrat-là, Avec ce contrat-là, j'en suis persuadé. avec le fait qu'il soit suspendu toutes les 3 semaines là, Je suis persuadé que oui. Je suis sûr qu'il y a au moins deux, trois clubs qui seraient prêts à tenter le coup. t'as sûrement raison, hein, t'as sûrement raison. Après, à voir quelle serait la contrepartie. Enfin, je sais pas. Mais c'est bien ça l'histoire en fait. C'est bien ça pour moi toute l'histoire de Draymond Green. C'est que parce que c'est un joueur qui est encore perçu comme un joueur capable de bouger les lignes, et aux Warriors qui a prouvé son importance dans son jeu à deux avec Stephen Curry et à un autre niveau avec Klay Thompson. Je veux dire, ce trio a tellement prouvé déjà que voilà, l'espoir de gagner, la volonté de gagner, la certitude de se dire que si ces gars-là sont encore ensemble, ça nous donnera une chance quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ce qui a, je pense, motivé une suite de mauvaises décisions. Oui, non, mais c'est En sûrement tout cas, ça. Et ça a puis, c'est une partie non négligeable de ce qui nous a mené à cette situation, quoi. ouais, ouais, bah écoute, bah bon courage, hein, parce que franchement, la situation a vraiment pas l'air simple du côté de Golden State et je vois pas d'issue facile et rapide, quoi. Ah, Magdon Levy s'ennuie pas, hein. Ah oui, ça tu Ah, m'étonnes, il ouais. regrette pas d'avoir signé aux Warriors, hein. Ouais, ça. Je pense que Bob Myers, il regrette pas non Non, plus lui, de s'être il tiré, doit se là, tu dire, vois. ouf, content d'être sorti de là, moi. Ouais, je suis parti Hop au bon là. moment, là. Allez, on va parler de Tyrese Haliburton. Oui, je sais, on entend beaucoup parler de Tyrese Haliburton ces derniers temps. C'est mérité. J'en ai parlé pas plus tard que la semaine dernière. Vous allez me dire, encore, mais oui, encore. Parce que j'avais promis qu'on irait un peu plus en avant dans l'analyse de son jeu. Voilà, le meneur des Pacers vient de passer ce cap. Celui qui te passe du statut du joueur All-Star à celui de franchise player à celui de potentiel MVP en l'espace d'une saison. Ça fait 6 ans qu'Haliburton est en NBA et qu'il ne cesse de progresser. Mais alors, au point de devenir ce joueur-là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aurait pu prédire une telle évolution. Comme je m'étais posé la question il y a à peu près 2-3 ans pour Julius Randle, je me demande si Tyrese Haliburton sera capable de maintenir ce rythme sur la durée. C'est comme ça que les grands justifient leur statut. C'est qu'ils ne le font pas une ou deux saisons, c'est qu'ils le font sur 10 ans, quoi, voire plus. Et c'est pour ça que ça devient de vraies légendes en NBA. Pour le moment, Tyrese parvient à se hisser parmi l'élite de la NBA, donc il faut quand même qu'on profite de ça parce que c'est beau. Et personnellement, je j'aurais jamais imaginé ça. Il est actuellement 5e de la ligue au classement du Player Efficiency Rating, devant Luka Doncic, Anthony Davis, Devin Booker et LeBron James. Il est 6e en win share. Il est 4e en box plus minus. C'est une stat avancée qui permet de combiner ton efficacité défensive et offensive sur le terrain, enfin quand tu es sûr et quand tu es en dehors du terrain, qu'on trouve sur basketballreference.com. Il figure dans le top 10 de la plupart des classements des statistiques avancées. C'est un des meilleurs playmakers de la ligue. Il ne perd quasiment jamais aucun ballon. Charles, Tyrese Haliburton, un mirage ou un joueur sur lequel il faudra compter à l'avenir selon toi? Un joueur sur lequel il faudra compter à l'avenir. J'ai pas le moindre doute au moment de te répondre. Ouais. Pour moi, c'est une évidence. Moi, je suis fan d'Haliburton. Indiana, c'est une des équipes que je suis le plus depuis le trade pour plein de raisons. Mais lui en est très certainement la principale. Je pense qu'en plus, avoir un coach comme Rick Carlisle à ses côtés, bah, il en profite énormément. Et voilà, les Pacers, c'est la meilleure attaque de la ligue d'assez loin, il me semble. C'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives. Alors oui, défensivement, c'est très compliqué, mais c'est un parti pris et quelque part, c'est cohérent parce qu'ils n'ont pas le matériel pour défendre. Et Haliburton, c'est le chef d'orchestre de cette équipe. Il est parfaitement à l'aise dans ce système qui voit cette équipe galoper constamment. Il se régale des courses.
pardon, il se régale des courses de ses coéquipiers. Indiana, on l'a dit, donc en termes de pace, il devance absolument tout le monde. Il fait une saison qui est exceptionnelle. Il est très très propre dans son playmaking, il perd étonnamment peu de ballons, enfin en fait même pas si étonnamment parce que c'était déjà le cas l'année dernière. L'année dernière il fait une série de 3 matchs avec 40 passes décisives et 0 ballon perdu. Cette saison il est encore absolument fascinant à ce niveau-là. Il y a ces 2 matchs contre Philadelphie où il totalise plus de 30 passes décisives en cumulé sans perdre un seul ballon pendant la double confrontation. Le match face à Milwaukee en demi-finale du In-Season Tournament où il est incroyable, 27 points, 15 passes, aucun ballon perdu, un 3 points clutch dans le Money Time. Enfin, il a transformé cette équipe d'Indiana et d'ailleurs Carlisle l'a dit très clairement en début de saison, Haliburton a changé l'image de la franchise, il l'a rendue attractive à la fois pour les fans NBA mais aussi pour les free agents et d'ailleurs il avait précisé à l'époque que si Bruce Brown avait signé, c'était en partie pour jouer à côté d'Haliburton. Wojnarowski a remis le couvert là récemment en affirmant que plusieurs grands joueurs pourraient tenter de venir du côté d'Indiana pour jouer aux côtés d'Haliburton. Et ça, c'est un changement qui est d'une c'est un changement qui est d'une importance hallucinante. Donc oui, il a encore plein de progrès à faire et encore heureux. Il faut pas oublier qu'il a que 23 ans à Haliburton. Hein. Quand on voit la propreté de son jeu, on n'imagine pas qu'il a 23 ans, mais c'est le cas. Maintenant, il faut qu'il confirme. On veut le voir quand le jeu se ralentit. On a vu les Lakers en finale du tournoi qui ont parfaitement su freiner les chevauchées des Pacers. Ils ont été chercher Haliburton très très haut, notamment Cam Reddish qui l'a suivi absolument partout, ça hésitait pas à switcher. Enfin bref, Darvin Ham a fait un très bon boulot là-dessus et ça illustre les progrès qu'Haliburton doit faire s'il veut briller en playoff. Parce que c'est là la suite en fait. On peut parler de son statut de potentiel MVP, de All-Star, machin. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que Haliburton va être capable de briller en playoff où, on le sait, le jeu a tendance à beaucoup se ralentir, les défenses sont bien plus mises en valeur que pendant la régulière. Donc voilà, la progression d'Haliburton, elle passe par quelque chose qui est très simple, très clair, jouer les playoffs chaque saison, être au rendez-vous du mois de mai, engranger de l'expérience face à des situations et des défenses beaucoup plus sérieuses, à un jeu plus posé. On veut le voir sur demi-terrain parce on sait d'ores et déjà que c'est un des, voire le meilleur playmaker de la ligue aujourd'hui dans une équipe qui galope, quoi. Il est incroyable, c'est un créateur absolument incroyable. C'est fascinant. Il y a moins de 37% de ses tirs à 3 points qui sont le fruit d'une passe décisive. C'est-à-dire que lui crée quasiment le 3/4 de ses shoots, c'est lui qui les crée pour lui, et il crée un nombre incalculable de shoots pour ses coéquipiers. Je crois que c'est le joueur qui domine la ligue en points inscrits après une passe. C'est ça, les points qui résultent, les points qui sont inscrits immédiatement après une passe décisive, donc forcément, puisqu'il y a un panier qui est inscrit. C'est lui qui est en premier avec 31,4 points générés de la sorte. Il est devant Trae Young, Nikola Jokic, Luka Doncic et Fred VanVleet. Son playmaking est absolument hallucinant et tu le vois bien si tu suis un petit peu Indiana sur les derniers matchs et notamment dans le In-Season Tournament, tu vois bien à quel point ses coéquipiers kiffent jouer avec ce mec-là. Bah bien sûr. Je veux dire, l'autorité naturelle qu'il a sur le terrain. C'est-à-dire, on donne le ballon à Tyrese et on est sûr qu'il va se passer un truc positif. Il a toujours eu un excellent pourcentage de tirs à 3 points. Son scoring, son efficacité au scoring, je crois qu'il n'y a que Steph Curry qui est devant lui. Ce qui est absolument hallucinant quand tu vois Steph Curry, la saison qu'il est en train de réaliser, qui est absolument juste folle. Je crois qu'il est même devant lui. Oui, c'est ça, en true shooting, il est à 67,4 et Stephen Curry à 67,1. Non mais vraiment il est. Quand tu vois, vraiment, regardez les Pacers quoi. Vraiment, si vous aimez le basket et que vous ne regardez pas les Pacers, vous êtes en train de faire une grosse erreur vraiment. C'est-à-dire que si t'es pas trop bête, et que t'es un joueur, que t'es un bon joueur NBA, tu regardes cette équipe d'Indiana, tu te dis non seulement je vais probablement absolument trop kiffer cette histoire de jouer avec Tyrese Haliburton, mais en plus si je vais avoir le ballon, ça va jouer en équipe, ça va jouer dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance quoi. Ah mais tous les mecs en quête d'un gros contrat ont tout intérêt à signer une saison là à Indiana, se faire mettre en valeur par Haliburton pour aller derrière récupérer les sous. Hein. Ça c'est clair, c'est clair. Il est trop fort. Enfin vraiment,
c'est l'avenir. Ce mec-là, c'est vraiment l'avenir à ce poste de meneur de jeu. Alors, je sais, il y a beaucoup de jeunes joueurs intéressants en NBA sur les lignes arrières, hein, des mecs de moins de 25 ans. On a du Doncic, du Lamelo, du Ja Morant. Non, Morant a plus, mais Maxey. Enfin, mais Haliburton, c'est différent en fait. Il a vraiment un truc particulier. C'est un vrai meneur de jeu. Moi, je suis vraiment, je loupe pas un match des Pacers et vraiment, je me régale à chaque fois. Il a été énormément comparé à Steve Nash dernièrement. Est-ce que tu es d'accord avec cette comparaison ou pas? Sachant que c'était très drôle parce que pendant qu'il était à Las Vegas, là, il disait ouais, ouais, vous me comparez à Steve Nash. Du style, j'étais trop jeune quand Steve Nash jouait, mais Ouais, je me suis intéressé à qui c'était et je comprends pourquoi vous dites ça. Effectivement, on a l'habitude, on joue un jeu très rythmé tous les deux et on aime faire des passes, créer pour les autres et ainsi de suite. Ça m'a fait rire en fait le gap générationnel qu'il y avait. Mais j'aime bien cette comparaison. oui, bah après c'est la comparaison entre guillemets facile pour le côté beaucoup de passes et très peu de déchets en fait, parce que c'est ça le côté qui est impressionnant avec Haliburton, c'est que Mais même dans la trajectoire de leur carrière, c'est-à-dire que lui, oui il a oui, commencé sa carrière aux Kings derrière De'Aaron Fox et Steve Nash commence sa carrière à Phoenix derrière Jason Kidd et Kevin Johnson. Donc c'est amusant en fait de oui oui, non mais bien sûr, là-dessus aussi quoi. et je la comprends tout à fait, mais c'est vrai que quand tu regardes, en fait ce qui est fou c'est enfin, tu regardes le classement des meilleurs passeurs de la NBA, déjà, il y a que deux joueurs aujourd'hui qui tournent à plus de 10 passes décisives, c'est donc Haliburton et Trae Young. Mais enfin, Trae Young, il perd 4 ballons par match, quoi. Tu vois, Ouais. c'est très nettement plus qu'Haliburton. C'est très nettement plus. Et Luka Doncic, pareil. Luka Doncic aussi, c'est 4 pertes de balles par match pour 9 passes décisives. Enfin, vraiment, quand on dit que c'est son playmaking est absolument extraordinaire, c'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que c'est dans une équipe qui joue à toute vitesse. Tu vois, il pourrait y en avoir du déchet dans cette espèce d'emballement offensif constant et tout. Même pas. Même pas. Et enfin, je sais pas si tu as vu là les déclarations de Bob Myers, dont on parlait tout à l'heure, ancien Mhm. general manager des Warriors, à propos d'Haliburton. Et il est presque dégoûté, Bob Myers, parce que bah, sur cette draft 2020, les Warriors, ils avaient le deuxième choix, ils ont pris James Wiseman, et il a expliqué qu'en plus, Haliburton avait fait un excellent workout, qu'ils avaient remarqué qu'il avait une mécanique de tir un peu atypique, mais qu'il avait tout mis dedans. Bah les gars, fallait le prendre, Et hein. on pourrait en parler du craquage des Warriors au draft depuis, enfin, qui aurait pu porter leurs fruits. Peut-être, je sais pas. On pensait que ça aurait été capable, tu sais, de jouer sur les deux générations, mais non. Ouais, ouais. Mais effectivement, ils sont croûtés sur pas mal de choix quand tu regardes en arrière. Bah, enfin, non, mais c'est pas les seuls, hein. Haliburton, faut le rappeler, il a été sélectionné en 12e position, hein. Hmm. Il y en a des mecs devant, sans du tout être, Mais vouloir taper sur notre français. Kylian Hayes, par exemple, qui joue au même tout à poste, a fait. été drafté 7e, tu vois. Non, mais de toute façon, moi, c'est pour ça que j'ai jamais, enfin, hormis les quelques joueurs qui sont des coups sûrs à la draft, comme Anthony Davis, comme LeBron James, comme Victor Wembanyama, comme des joueurs comme ça. Enfin, Zion Williamson? arrête. Et attention, Zayat, Ouais, ouais, il pointe le bout de il est son un nez, peu en là. mode vénère là. C'est bien, Ouais, c'est bien. ouais, bah On oui. verra, on verra. J'espère qu'il va pas se blesser, quoi. Bref, on va pas parler de Zion Williamson. Euh, mais voilà, je veux dire, quand tu vois certains joueurs dans la ligue aujourd'hui, Tyrese Maxey, c'est pareil. Ce mec-là a été pris 21e, je crois, 21e Ouais, choix de draft. tout à Bon, fait. bah, voilà, quoi. Euh, Ouais, ouais, mais bon, comment il s'appelle Chegijus Alexander, c'était quoi? C'était 11e pick, je crois, de la draft. j'ai plus en mémoire, mais ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même plein de pépites, plein de joueurs comme ça qui sont pick assez tard dans la draft, enfin assez tard, en milieu de draft, fin de draft, des fois même au second tour. Hein, je veux dire, on parlait de Draymond Green tout à l'heure, on peut citer Nikola Jokic qui est l'exemple le plus incroyable qui soit en termes de joueurs choisis au second tour. Mais t'as toujours des pépites comme ça dans le draft. C'est pour ça que moi je me fais pas voilà je me fais pas tout un monde du fait que t'as le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième pick de draft. Au final, l'important, c'est la qualité du scouting et la capacité que tu as enfin, d'avoir un staff qui sait identifier des joueurs. Quoi. Et Tyrese Haliburton, ce que je disais tout à l'heure,
au final, personne peut savoir ça. Doug Rivers, l'autre fois, était invité dans le podcast de Bill Simmons. Il disait, je savais que Shai Gilgeous-Alexander allait devenir une star, mais je savais pas qu'il allait devenir ce joueur-là. Et Shai Gilgeous-Alexander, comme au même titre que Tyrese Haliburton, aujourd'hui, Ouais, bien sûr. est un des tout meilleurs arrières de la ligue, quoi. Bah oui, il fait partie effectivement de ces joueurs qui représentent l'avenir de la ligue. Après, bon, sur la draft de Tyrese Haliburton, la draft 2020, sur le premier choix, il n'y a pas trop de regrets à avoir, hein. Anthony Edwards fait tout à fait le boulot, et lui, pour le coup, tu vois, on parlait du fait que Tyrese Haliburton, l'étape suivante, c'était de prouver en playoff qu'il était du calibre d'une superstar. Anthony Edwards, lui, il l'a déjà fait. Complètement. Complètement. Et on va voir. On va voir comment ça va évoluer du côté de Tyrese et des Pacers. J'aimerais vraiment de voir ce joueur être bien entouré. Parce que s'il y a un truc que je déteste le plus en NBA, c'est de voir un joueur qui a du talent pourrir et végéter dans un club où il n'y a aucun espoir et aucun avenir, quoi. Bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de voir cette équipe en playoff, on a besoin de voir quelles sont leurs limites. Et il faut absolument que Haliburton et les Pacers soient au rendez-vous au mois de mai et qu'ils nous donnent un aperçu de ce que peut être l'avenir. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu vois la défense proposée par les Lakers sur Tyrese Haliburton. Voilà la clé pour Tyrese Haliburton. C'est demain, tu as une équipe qui fait du scouting, et c'est exactement ce que tu dis. En playoff, c'est ça qu'on va voir. Une Bien équipe sûr. qui va te scouter des pieds à la tête et qui va entamer une série de playoffs et qui va te mettre face à toi des couvertures défensives que tu n'auras quasiment jamais vues de toute ta carrière, avec Oui, des et puis, joueurs dont la mission va être unique, va être de t'empêcher d'avoir le ballon, comme a fait Cam Reddish du côté Lakers dans cette finale, quoi. ouais, et effectivement, c'est ça le grand intérêt du format des playoffs, de ces séries, c'est de voir comment un joueur comme Haliburton va s'adapter d'une rencontre à l'autre aux défenses qui lui seront proposées, quoi. Il y a un transfert que tu aimerais voir du côté des Pacers d'ici la date limite des transferts ou pas? Il y a un petit truc que tu aimerais voir se passer éventuellement? Pas forcément, en fait, le réflexe facile, ce serait de se dire, bah, il leur faut de la défense, donc bah, on pense forcément, pourquoi pas, tiens, un mec comme Anunoby ou des gars comme J. ça. Anunoby, Ouais, l'homme qui est sur le rang des transferts depuis 5 ans. oui, mais tu vois, je pense qu'il n'y a pas non plus d'urgence en fait. Haliburton, il a encore Ouais, jamais goûté aux playoffs. Tu vois, si tout à sa fait. première campagne de playoffs, elle se termine au premier tour, mais c'est pas grave en fait. C'est pas ça le souci. Il faut pas que les Pacers Sois impatient. soient. Voilà, c'est ça. Il faut pas qu'ils soient trop impatients. Il n'a que 23 ans. Cette équipe, elle est pas vieille. Il y a du temps. Ils ont l'avenir devant eux. Donc il faut pas faire de choix irréfléchis. Ouais, d'accord avec toi. On va terminer ce podcast avec Miami, le hit de Miami, finaliste l'an dernier après un parcours absolument fabuleux en playoff. On en a parlé, reparlé. Je voulais juste parler du hit, Charlie, parce que malgré les blessures, ils s'accrochent dans la conférence Est. Ils sont actuellement dans plusieurs rumeurs de transfert. Euh, j'ai parlé récemment de mon amour pour leur rookie Rami Rakesh Jr. J'avais envie aussi de parler surtout de Bam Adebayo qui n'a pas joué les 4 dernières rencontres en raison d'une blessure à la hanche, mais qui réalise un début de saison colossal, défensivement, offensivement, dans son engagement sur le terrain. Je trouve que ce joueur est absolument exemplaire. Je suis également agréablement surpris par le début de saison réalisé par Duncan Robinson, qui après avoir signé son juteux contrat avec lui il y a quelques saisons de cela, s'était retrouvé l'an dernier dans une saison où il était devenu quasiment injouable, littéralement. Le mec ne voyait quasiment plus le terrain. T'avais l'impression que c'était fini pour lui et que tout le monde ricanait en disant ah bah le Heat ils ont fait une grosse erreur en lui donnant ce contrat. Et le voilà, profitant des blessures dans l'effectif, un peu comme c'est un peu la définition du hit quelque part, j'ai envie de te dire, pour rappeler à tout le monde qu'il est un sniper hors pair. Chose très étonnante, c'est qu'il prend plus de tirs à mi-distance que jamais dans sa carrière. Ouais. C'est probablement d'ailleurs sa meilleure carrière. Hein. Je regardais tout à l'heure ses stats, c'est assez fabuleux comment il explose cette saison, c'est fou. Et j'ai personnellement toujours un petit point fait pour Kevin Love, Kyle Lowry, deux vétérans dont la présence sur le terrain pour moi et dans le vestiaire hein, est inestimable. Voilà Charlie, je voulais juste crier mon amour pour ces gens-là et surtout pour Bam Adebayo parce que franchement son début de saison à Bam Adebayo, franchement l'an dernier j'étais un peu mi-figue mi-raisin sur Bam. Et j'étais un peu critique. Et je sais pas si ça, je crois que c'est avec toi, on avait eu une conversation, on passe dans le podcast, mais personnelle. Et je m'étais trouvé un peu dur avec Bam Adebayo. Et quand j'avais vu les playoffs, je m'étais dit, oula,
On en a parlé, toi et moi, le fait que le Heat, personnellement, je les voyais pas, enfin, je les voyais un peu finis, et pas du tout en vérité. Et là, le début de saison de Bam Adebayo, lui, je crois aussi qu'il est en train de réaliser sa meilleure saison en carrière, et surtout offensivement, les responsabilités qu'il prend offensivement, en plus de sa défense, en plus de ses qualités de playmaker. Aujourd'hui, tu le vois en train de prendre ses responsabilités en attaque, et je trouve ça hallucinant. Oui, je suis d'accord. Et effectivement, il a fait un très très bon début de saison. Ça fait même 6 matchs là qu'il est absent. Ah oui, ça Euh, fait 6. ouais, ouais, là ça fait 6 et pour l'instant on n'a pas vraiment d'infos, je crois, sur une date de retour prévue. Je crois qu'ils ont, lui et Tyler Hero sont censés revenir fin décembre, de ce que j'ai vu sur les sites des fans du Hit. Bah, ce serait bien parce qu'effectivement, il a eu enfin, il y a une vraie progression offensive cette saison. Sa défense, elle est toujours de très haut niveau. Mais oui, en début de saison, il a porté son équipe dans des circonstances pas forcément très simples. On sait que Miami espérait avoir beaucoup mieux sur le marché des trades. On sait que Butler, la saison régulière, c'est un coup oui, un coup non. Hero a été pas mal absent. Bref, c'était vraiment un des rayons de soleil de cette équipe avec le rookie. C'est intéressant de voir l'évolution parce qu'en fait, tu sens qu'Adebayo, c'est un mec qui est à l'écoute de son coach. Et Spoelstra a plusieurs fois eu ces dernières saisons des petites remarques sur son agressivité en attaque. On lui a parfois reproché une certaine passivité ou en tout cas de pas assez exploiter son potentiel physique. Et là, sur ce début de saison, on l'a notamment beaucoup plus vu aller chercher des lancers francs. Il jouait les saisons précédentes, il jouait quand même beaucoup plus sur son shoot à mi-distance, sur lequel il est assez propre. Hein. Il a un bon shoot à mi-distance, mais Complètement, et son jeu au poste est devenu redoutable. absolument. Et d'ailleurs, il l'a dit, Spoelstra, il l'a dit en début de saison. Spoelstra lui avait demandé de travailler sur son agressivité pour être plus présent sur la ligne des lancers, et il a parfaitement compris le message. Et c'est aussi ça qui est agréable avec un joueur comme Bam Adebayo. Tu sens que c'est vraiment un joueur qui est à l'écoute et qui comprend qu'il est entouré par des gens qui peuvent le faire progresser. Et quand tu as un coach comme Eric Spoelstra, bah, j'espère bien que tu comprends ça, c'est important. Donc ouais, non, Miami, bah moi j'ai envie de voir cette équipe au complet, j'ai envie de les voir un peu épargnés par les soucis physiques, parce que tu l'as dit, Duncan Robinson, il a vraiment vraiment repris pied. Hero aussi a progressé avant de se blesser, il était sur des bases assez intéressantes, notamment en termes d'adresse. Hmm. Bref, moi j'ai l'impression qu'il y a les éléments pour vivre une saison beaucoup moins galère que ce qu'on aurait pu anticiper au regard des échecs sur le marché des trades. J'ai une petite déception, moi, quand même, c'est Nikola Jovic. Hein. On était nombreux à espérer Ouais. qu'il trouve sa place dans la rotation de Spolstra au regard de son potentiel et de sa plutôt belle Coupe du Monde avec l'équipe serbe. Pour le moment, il n'y arrive pas en NBA. D'ailleurs, il a été renvoyé en G-League là récemment, après y avoir déjà fait un passage il y a quelques semaines. Grosse désillusion, Ouais, effectivement, ouais. grosse désillusion et ouais, c'est dommage. Alors, est-ce que du coup, il va être inclus dans un trade ou est-ce que Spolstra croit en sa capacité à le relancer? C'est une question qui est assez intéressante parce que, bah, mine de rien, c'est un asset, c'est un vrai asset en fait, Nikolajevic, quoi. Oui, effectivement, t'as raison. J'avais carrément zappé cette histoire de Nikola Jovic, qui n'a pas du tout percé cette saison, alors que tout le monde pensait que c'était le cas. Et Ah ouais, moi, c'est une de mes grosses déceptions de la saison, Jovic. ouais, après, t'as d'autres, voilà, t'as Orlando Robinson, le pivot remplaçant, là, qui est en train de montrer des belles choses en l'absence de Debayo. Rami Raquez Junior, franchement, je pense que c'est le Ouais, c'est joueur le que je bonheur. kiffe le plus depuis ce début de saison, bientôt. Je sais pas, j'adore voir jouer ce joueur. J'ai hâte de voir un peu comment Spolstra va se dépatouiller avec sa rotation sur l'allocation de minutes de ses joueurs une fois que tout le monde va revenir, notamment Tyler Hero, comment il va réussir à gérer. Parce que pour le coup, tu as une vraie question de savoir est-ce que tu peux décemment jouer Tyler Hero et Duncan Robinson ensemble sur un terrain. Clairement, la question se pose, quoi. Ouais, Donc, mais j'ai j'ai hâte de vraiment voir ça. confiance en Spolstra. Ah bah Spolstra oui, trouvera des solutions, il en a toujours trouvé. tout à fait. Mais effectivement, oui, c'est une vraie question qui va se poser. Mais il y a vraiment des éléments intéressants dans cette équipe de Miami, de toute façon. Enfin voilà, même quand ils étaient en plein marasme à cause des trades qui n'arrivaient pas, on disait toujours la même chose. C'est le hit, ils vont trouver des solutions, ils vont nous trouver un mec non drafté sorti de nulle part qui va tout exploser. Bon, attendons de voir, mais c'est clair que cette équipe elle est intéressante. Ouais. À part Boston, j'ai pas l'impression que le Heat est derrière qui que ce soit dans cette conférence Est, en vérité, pour l'instant. Alors qu'on vient de passer le premier quart de la saison. Ouais, Dis-moi c'est qui tu mets franchement devant Miami, si Miami a à peu près un effectif au complet.
Est-ce que les Bucks, tu les mets devant Milwaukee à coup sûr? En fait, c'est ça, c'est la Est-ce que question. Milwaukee, pardon. Est-ce que les Bucks, tu les mets devant Miami, pardon, à coup Bah, sûr? c'est la grande question, évidemment, c'est l'équipe sur laquelle j'hésite. Bah, on sait pas. En fait, on a un échantillon qui, pour le moment, n'est pas suffisant. De ce qu'on a vu pour le moment, non, je les mets pas franchement devant. Maintenant, on en reparle dans 6 mois, quoi. Bah ouais, non, mais pour l'instant, non. Mais pour l'instant, non, effectivement. Philadelphie, pareil, à déterminer. D'ailleurs, Philadelphie, Joel Embiid, ce qu'il est en train de faire à Philadelphie en ce moment, waouh. Je pense que potentiellement, on va en parler peut-être la semaine prochaine de ça. Ok. Mais il est sur une saison de Joel Embiid qui est complètement folle. Ouais, ouais, alors qu'il a commencé doucement et c'est marrant parce que justement, on en avait parlé un peu au tout début de la saison et on disait attendons de voir parce que c'est vraiment un diesel ce mec-là. Bah là, il est monté en régime assez rapidement quand même, hein. En fait, j'ai l'impression que le changement de configuration de cet effectif, le fait que maintenant ça soit Tyrese Maxey son second, ça a vraiment, ça l'a propulsé dans un autre délire encore, une autre dimension quoi. Et le point de progrès qui m'hallucine le plus chez lui pour l'instant, c'est son playmaking en fait. Le fait Ouais, qu'il voit des passes qu'il ne voyait pas avant. ouais, ouais, après, il y a peut-être aussi le côté, tu vois, il y a des joueurs, il a eu son MVP, quoi. Tu vois, et il y a des joueurs chez qui ça fait Libéré comme un d'un déclic. fardeau. Ouais, c'est Ouais. ça, un peu, ouais, libérer un peu d'un fardeau. Ouais, je sais, on sait très bien qu'il y a des joueurs chez qui ce genre de déclic existe. Peut-être que c'est son cas, ou peut-être, comme tu l'as dit, que c'est des changements dans l'effectif. On sait pas, hein, il y a quand même beaucoup de nouveautés autour de lui en ce moment, à Joel Embiid. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est très sérieusement dans la course au MVP avec Jokic. Enfin, c'est les usual suspects en fait. Ouais, C'est exactement. Jokic, Embiid, Antetokounmpo. Je mets Embiid et Jokic en tête de ce classement. Et j'ai même envie de te dire qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de mettre Embiid devant Jokic, quoi. Et c'est moi qui te dis ça. Hein. Ouais, c'est fou que tu me dises ça. Je suis très Non, mais surpris là. on va en parler. On va en parler la semaine prochaine, si tu veux bien. Avec Ok? plaisir. Ouais. On va dépatouiller ça parce que de ce que je regardais tout à l'heure, c'est quand même assez hallucinant ce qui est en train de produire Joel Embiid sur les 20 premiers matchs de la saison. Là, sur la 20-25 matchs, là, c'est fou. C'est complètement fou. Ouais, en tout cas, il a l'air de bien se plaire avec Nick Nurse, quoi. Mais complètement. Et d'ailleurs, c'est ça dont j'aimerais discuter aussi. C'est maintenant qu'on a un peu plus de matchs dans le rétroviseur, voilà, faire un premier constat sur cette équipe qui, franchement, a commencé cette saison de façon cauchemardesque, loin d'être dans les conditions idéales, et ils s'en sortent plutôt excellemment bien, quoi. Tout à fait. Ils sont juste ils sont à 2 matchs de Boston pour la première place à l'Est, quoi. Donc on verra ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine, Charlie. Avec plaisir, comme toujours. Mais oui. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.